aujourd'hui, je me propose de partir d'un constat assez simple qui me conduira à poser une question et ensuite je tenterai de répondre à cette question. Le constat assez simple, c'est que nous sommes en 2017, on fait de la cosmologie, on essaie de comprendre l'univers, sa structure, sa forme, éventuellement son origine. Et pour cela, nous utilisons les équations d'Einstein, les équations d'une théorie qu'il a élaborée en 1915, qui s'appelle la théorie de la relativité générale. Et le constat, c'est que au moment où Einstein a élaboré cette nouvelle théorie de la gravitation, on ne savait rien ou quasiment rien sur l'univers. On n'avait pas de données, on n'avait pas d'informations. Par exemple, on ne savait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne connaissait en guise d'objets célestes que les étoiles, les planètes, les comètes, peut-être les météores. On ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent. On ne connaissait pas les forces nucléaires. Bref, on ne savait rien par rapport à aujourd'hui. Et plus d'un siècle plus tard, ce sont toujours les équations d'Einstein que nous utilisons pour faire de la cosmologie. Ce qui veut dire que ces équations ont résisté à toutes les données qui ont été recueillies par les satellites, les télescopes depuis un siècle. Et non seulement elles ont résisté à ces données, mais en plus, elles ont permis de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. Je pense aux trous noirs et je pense aux ondes gravitationnelles qui ont été détectées pour la première fois en 2016, un siècle après leur prédiction théorique par Albert Einstein. Et donc la question c'est, est-ce que les choses auraient pu se passer autrement? C'est-à-dire, si on avait aujourd'hui toutes les données dont nous disposons, sans avoir les équations d'Einstein, est-ce que nous pourrions, à partir de l'examen des données, retrouver les équations d'Einstein? C'est-à-dire, est-ce que ces données seraient suffisantes pour que nous puissions passer aux idées qu'Einstein a eues à propos de la gravitation? La réponse est certainement négative, même si on peut la discuter. Mais la question que je voudrais poser, c'est comment est-ce qu'Einstein a pu faire? Comment est-ce qu'il a pu élaborer une théorie aussi puissante sans données? Alors, quand on l'a interrogé sur cette question en 1954, un an avant sa mort, l'un de ses biographes lui a demandé, mais à votre avis, quelle est la raison pour laquelle vous avez été le premier à élaborer la théorie de la relativité? Là, il parlait de la relativité restreinte, pas la générale, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et Einstein a répondu, sans doute de façon sincère, grâce à mon retard mental. Et il s'explique en disant, oui, en général, les questions relatives à l'espace et au temps sont des questions qu'on résout dans l'enfance, vers l'âge de 7 ou 8 ans. On comprend que l'espace, c'est le lieu de notre liberté. On peut aller et venir dans l'espace comme on veut, à sa guise. Et on comprend que les longueurs se mesurent avec des mètres ou des doubles décimètres. Quant au temps, c'est au contraire la marque de notre emprisonnement. Nous ne pouvons pas choisir notre position dans le temps. Et on comprend que les durées, elles, se mesurent non pas avec des mètres ou des doubles décimètres, mais avec des montres ou des horloges. Et une fois qu'on a compris cette différence entre l'espace et le temps, on n'y revient plus, l'affaire est réglée. Alors que Einstein, c'est ce qu'il dit en tout cas, moi je me suis posé ces questions d'enfant avec un cerveau d'adulte, à cause de mon retard mental. Et c'est ça qui m'a mené, dit-il, à la théorie de la relativité. Alors comment en fait, si on regarde l'histoire, a-t-il procédé? Il a réalisé ce qu'on appelle des expériences de pensée. L'expérience de pensée, ce n'est pas une expérience intellectuelle, c'est un exercice qui utilise son propre esprit comme laboratoire. C'est-à-dire, on met à distance le monde empirique et on essaie d'imaginer des situations qu'on ne peut pas forcément réaliser, en tout cas pas maintenant, et on essaie de voir ce qu'une théorie physique qu'on considère comme vraie impliquerait si on pouvait réaliser cette situation. Et donc ce sont des sortes de fictions qui peuvent conduire à de nouvelles connaissances et qui en tout cas permettent de mieux comprendre ce qu'une théorie a dans le ventre. Et c'est un exercice qui, depuis Galilée, a été très fécond dans la façon de faire de la physique, parce que le réel, c'est pas la bureaucratie des apparences. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'observer pour comprendre.
Vous savez qu'un des sujets de bac qui a été proposé cette année aux classes littéraires était « Observer suffit-il pour comprendre ?» La réponse est très simple, c'est non. 20 sur 20. Alors, je vais vous dire en quelques minutes quelles ont été les grandes étapes du raisonnement d'Einstein qui l'ont conduit à la théorie de la relativité générale. Alors, ça commence en 1895. Einstein a 15 ans. Il est élève en classe de première dans un lycée de Munich. Et ça ne va pas du tout, parce que la discipline est militaire. Les élèves n'ont pas le droit de poser de questions. Il y a une discipline vraiment martiale. Et Einstein, pour des raisons que vous imaginez, ne supporte pas cela. Il fait une dépression nerveuse. Et alors que ses parents sont installés en Italie, parce que son père a monté une petite usine d'appareils électriques du côté de Milan, Einstein, sans prévenir ses parents, décide d'arrêter ses études. Il démissionne du lycée, prend un train, rejoint ses parents et leur annonce, ils sont effrayés d'ailleurs par cela, qu'il ne remettra plus jamais les pieds dans une classe d'école. Et pendant une année, il va faire des randonnées, jouer de la musique, mais étudier quand même en autodidacte toutes sortes de questions. Et il apprend que finalement, il pourrait faire des études à Zurich, où la discipline est différente, parce qu'il y a une école polytechnique à laquelle on peut concourir sans avoir le bac. Donc il va se préparer comme ça en autodidacte, et alors qu'il n'a que 15 ans, il va écrire une lettre de 5 pages à l'un de ses oncles, dans laquelle il explique quelles seront les questions qui l'intéresseront toute sa vie. Et toutes ces questions portent sur la lumière. De quoi est-elle faite? Comment se propage-t-elle dans l'espace? Vous savez, à l'époque, on pense que la lumière se propage dans l'espace en faisant vibrer un milieu particulier qui la porte et qu'on appelle l'éther luminifère, l'éther qui porte la lumière. Et Einstein se demande si on mettait un champ magnétique, est-ce que ça ne déformerait pas l'éther de telle sorte que la vitesse de la lumière serait modifiée? Et dans cette lettre très courte, il pose une question incroyable, qui est une sorte d'expérience de pensée. Il dit, une question d'enfant en fait, c'est-à-dire si votre enfant vient vous poser la question, vous allez lui dire, va jouer. Hein? Alors la question est la suivante, que se passerait-il, vous voyez c'est toujours un truc contrefactuel, que se passerait-il si? Que se passerait-il si la lumière était capable d'émettre de la lumière? Quelle serait la vitesse de la lumière émise par la lumière? On sait que les vitesses s'ajoutent. Quand vous marchez sur un tapis roulant, votre vitesse par rapport au sol immobile, c'est la vitesse du tapis roulant plus votre vitesse sur le tapis roulant. Et donc si la lumière émet de la lumière émise ira à une vitesse qui est 2 fois la vitesse de la lumière. Mais si la lumière émise émet à son tour de la lumière, quelle sera la vitesse de la lumière émise par la lumière émise? 3 fois la vitesse de la lumière, puis 4, puis 5, puis 6. Bref, Einstein comprend que si la lumière est capable d'émettre de la lumière, on peut fabriquer une sorte d'escalier cinématique vers l'infini. Donc, si la lumière est capable d'émettre de la lumière, il doit y avoir de la lumière de vitesse infinie. C'est bizarre. 1 an plus tard, il a entre-temps échoué au concours à cause de mauvaises notes dans les disciplines où il faut apprendre par cœur. Histoire, géographie, latin, grec, etc. Mais on lui recommande, parce qu'on a repéré qu'il était bon en physique et en maths, il va faire une année en Suisse dans une école très libérale. Il a 16 ans. Et là, il fait une autre expérience de pensée dans laquelle, et ça sera sa grande originalité par la suite, dans laquelle il met en scène son propre corps. Il met en scène son corps dans des situations qu'il imagine et il se demande ce qu'il ressentirait dans ces situations. Un peu plus tard, il dira d'ailleurs qu'il a une pensée musculaire. Musculaire, c'est-à-dire il ne pense pas avec des mots, il ne pense pas avec des équations, il pense avec des images qui rétroagissent sur son corps. Et ensuite, dit-il, c'est tout un travail de convertir ce qu'il comprend grâce à ces stratagèmes en équations et en formalisme. Et l'expérience qu'il imagine, elle est très simple, vous la connaissez sûrement. Il imagine qu'il est à cheval sur un rayon de lumière.
et il se demande qu'est-ce que je verrais si j'étais à cheval sur un rayon de lumière. À l'époque, on pense que la lumière est faite d'ondes électromagnétiques. Donc s'il est à cheval sur un rayon de lumière, il est à cheval sur une onde électromagnétique. Donc il est exactement comme un surfeur qui avance sur la crête d'une vague au bord de la mer. Si vous êtes un surfeur, la vague qui est devant vous est immobile par rapport à vous. La vague qui est derrière vous est immobile par rapport à vous. Donc, si vous êtes dans cette situation, les vagues qui vous entourent forment un système d'ondes stationnaires, sont immobiles. Et donc, si je suis à cheval sur une onde électromagnétique, se dit Einstein, je verrai des ondes électromagnétiques stationnaires, qui ne bougent pas par rapport à moi. Or, à l'âge de 16 ans, parce qu'il était autodidacte, il avait lu beaucoup de livres, il savait qu'il n'existe pas de solution stationnaire des équations de Maxwell qui décrivent la propagation de la lumière. Et donc la question qu'il se pose, c'est, il a 16 ans, est-ce que la situation que j'ai imaginée est une situation impossible, ou est-ce que les équations qui disent qu'elle est impossible sont fausses? Et donc il va réfléchir pendant des années là-dessus. Oui, Einstein disait, je travaille pas vite, je travaille lentement, mais je travaille tout le temps. Il disait aussi d'ailleurs une phrase plus énigmatique, il disait « Je dors pas beaucoup, mais je dors vite ». J'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire. Hein. Mais 10 ans plus tard, en 1905, alors qu'il a fait ses études d'ingénieur à Zurich, qu'il n'a pas trouvé de poste à l'université, parce qu'aucun professeur n'a écrit de lettres de recommandation pour lui, non pas parce qu'il a des mauvais résultats, mais parce qu'il avait un comportement, une façon de poser les questions qui agaçait. Donc il est ingénieur à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne. Il n'a aucun contact avec le monde universitaire, aucun contact avec le monde académique. Il a 26 ans. Et comme vous le savez, il va publier 5 articles extraordinaires sur 5 sujets différents. Et sur chacun de ces sujets, il apporte la révolution. Entre le mois de mars 1905 et le mois de septembre 1905, date à laquelle il publie l'équation E égale mc2 que vous connaissez. Et dans l'article de juin, qui est l'article sur la relativité restreinte, en fait, il répond aux 2 questions de son adolescence en disant que la vitesse de la lumière est un absolu. Quelle serait la vitesse de la lumière émise par la lumière si la lumière émettait de la lumière? Réponse, la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière va à la vitesse de la lumière. Quelle que soit la vitesse de sa source, quelle que soit la vitesse de l'observateur qui vient la mesurer. Qu'est-ce que je verrais si j'étais à cheval sur un rayon lumineux? Mauvaise question. Pourquoi? Parce que la lumière va à la vitesse de la lumière. Donc, il n'est pas possible, quelle que soit ma vitesse dans l'espace, d'être immobile par rapport à la lumière. Elle va toujours à la vitesse de la lumière, quelle que soit ma vitesse, elle est toujours en mouvement par rapport à moi. Et donc l'expérience de pensée que j'ai imaginée est une expérience impossible. Et dans cet article, que je vous recommande de lire, parce que contrairement aux autres, il est assez facile, c'est vraiment des questions d'enfant auxquelles il répond avec un cerveau einsteinien, donc pas n'importe lequel, mais la façon de poser les questions est extraordinaire. Dans cet article qui est publié dans la plus grande revue allemande, il pose des questions incroyables. À la page 2, il dit « Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'un train arrive à 7 heures à la gare ?» Et il répond « Je veux dire que la petite aiguille de ma montre pointe sur le 7 au moment où le train arrive à quai. » Merci, monsieur Einstein, grâce à vous. Et là, je parle. C'est Planck et des gens comme lui qui lisent les articles. Hein. Planck apprend qu'un jeune homme de 26 ans a compris ce que veut dire lire l'heure. Mais il continue. Il a de la suite dans les idées. Ce qui est mieux que d'avoir des idées dans la suite. Hein. Il pose la question qu'est-ce de Lyon? Je parle de celle qui est à Paris. Si je suis à Marseille, étant à Marseille, comment je sais qu'un train arrive à 7 heures à la gare de Lyon? Il me faut une information. Combien de temps ça prend? S'il est 7 heures à Marseille, est-ce qu'il est vraiment 7 heures à Paris? Et comment je fais pour le savoir? Donc déjà, la notion de simultanéité à distance devient problématique. Puis troisième question,
Qu'est-ce que je veux dire quand un train arrive à 7 heures à la gare si moi-même je suis en déplacement par rapport à la gare? Et là, tout le monde est mort. D'accord? Et c'est ce questionnement qui va le conduire à la théorie de la relativité restreinte, nouvelle théorie de l'espace et du temps, qui va publier donc en juin 1905, dans laquelle il n'y a pas la gravitation. Et en 1907, il va comprendre que la gravitation ne peut pas être décrite dans ce cadre. Pourquoi? Parce que d'après Newton, deux masses à distance s'attirent immédiatement. Dès qu'on les met en présence, il y a une force attractive qui les relie, comme si la gravitation se transmettait à une vitesse infinie. Or, la relativité de 1905 implique l'existence d'une vitesse limite. Et donc, il y a une sorte de contradiction, et il réfléchit à ça. Et en 1907, il est toujours à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, il n'a toujours pas de poste à l'université. Moi, j'ai fait une petite enquête sur Einstein, j'ai compris ce que je ne savais pas, que la première fois qu'il a rencontré un physicien théoricien de sa vie, il avait 30 ans. C'était à Salzbourg, il avait été pour la première fois, en 1909, invité à donner une conférence de physique devant des physiciens d'à peu près tous les pays d'Europe. C'est la première fois. Bon. Mais en 1907, au mois de novembre, il est toujours à l'Office fédéral, et comme tous les jours, il s'assoit sur son tabouret après déjeuner, et il rêve. Il fait un rêve semi-éveillé, c'est-à-dire il laisse son esprit partir, mais il le maintient sous contrôle. Car il ne s'endort pas complètement, il voit où cette somnolence ou cette pseudo-somnolence le mène, et puis s'il y a quelque chose d'intéressant qui apparaît dans cet état bizarre, il est suffisamment conscient pour le saisir et en faire quelque chose. Et il écrit dans son autobiographie que ce jour-là, novembre 1907, il a eu, dit-il, l'idée la plus heureuse de sa vie. Et il continue, j'ai compris ce jour-là qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids. Une personne en chute libre ne sent pas son propre poids. Cela me fit une grande impression, continue-t-il, et me mena 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation.